À l'antenne dans quelques instants. Éteignez votre transistor s'il est allumé, merci. Vous avez bien dormi? Bonjour, tu as dormi? Il est 11h debout tout le monde, c'est la grâce matinale de Radio Campus. Bonjour. Bonjour messieurs. Bonjour. Content de te voir. Bonjour. Écoutez-moi tous. La grâce matinale. C'est moins cher que le cinoche, il y a du café gratuit. Merci mademoiselle, on vous écrira. La grâce matinale. Faites comme chez vous, j'en ai pour 2 secondes, le temps d'un battement de cils. Radio Campus 88.3. Artnartisch.3. Qu'est-ce qu'il y a dans la grâce matinale? Il y a de l'actu locale, nationale, européenne, internationale, invités, chroniques, agenda culturel. Et de la musique. Écoutez-moi tous. La grâce matinale de 11h à midi. La grâce matinale. Tous les jours sur... Non, c'est pas tous les jours. Pendant l'été, la matinale est décalée. Il est 11h debout tout le monde, c'est la grâce matinale de Radio Campus. Bonjour à tous et bienvenue dans la grâce matinale spéciale débat politique ce jeudi 22 juin 2016. C'est Leslie qui vous parle et je suis accompagnée ce matin de Valentin de 11h à midi pour cette émission spéciale débat. Donc merci de participer à cette grâce matinale donc, qui accueille les sections jeunes des partis politiques sur le Loiret, mais pas seulement puisque nous faisons participer un représentant du mouvement Nuit debout Orléans et Loiret à ce débat et puis qui assure aussi la présence donc des jeunes républicains, du mouvement des jeunes socialistes, des jeunes de l'UDI et des jeunes du parti de gauche. Donc on va commencer par un petit tour de table pour présenter les participants du débat, au débat du jour. Donc nous avons à ma gauche Sacha Berthe Verdelet, qui représente le parti de gauche qui fait partie du Front de gauche. Il est étudiant en droit histoire cette année et passe en master enseignement, éducation et de la formation pour l'année prochaine. Il a 21 ans. Ensuite, nous avons le mouvement des jeunes socialistes en la présence de Yann Chailloux, responsable régional. Il a 22 ans. Il a fait des études de communication et il est actuellement en CDD dans une association qui organise des voyages pour des personnes en situation de handicap. Nous avons également pour le mouvement des jeunes socialistes Charlotte Martinon-Hureau, qui est secrétaire générale, membre du bureau national. Elle est actuellement en recherche d'emploi et a réalisé un Master 2 en métier de l'accompagnement politique. Ensuite, nous avons pour les jeunes UDI Loiret Julien Ami, qui est responsable des jeunes UDI du Loiret, donc depuis mai 2016. Il est aussi délégué départemental des jeunes UDI. Il a 23 ans et il est salarié dans une GSB. Ensuite, pour les jeunes républicains, nous avons Anthony Domingue, responsable départemental des jeunes républicains et secrétaire départemental adjoint, conseiller municipal délégué aux finances, élu du secteur centre-ville Lamballe à Fleury-les-Aubrais et aussi élu à l'agglomération. Il est actuellement en apprentissage dans un grand groupe. Il a 23 ans. Jason Augusto, également pour les jeunes républicains. Il a 24 ans. Il est élu depuis 2010, adjoint au maire en charge du développement économique, touristique et patrimoine. Il est aussi vice-président du pays Sologne-Vel-Sud en charge du tourisme et crée une entreprise de production, transformation et commercialisation de produits alimentaires et culturels de Sologne. Et enfin, pour terminer, nous avons Max Bonny qui est un nuit deboutiste et qui a passé son bac l'année dernière, bac S, qui a eu mention bien, et qui est actuellement en prépa maths physique et il a 18 ans. Donc merci à tous d'être là. Bonjour à tous d'ailleurs. Bonjour. Alors pour commencer, ensemble déjà, nous on va revenir sur plusieurs thèmes d'actualité pour cette émission, donc d'actualité politique. Et pour commencer, on va parler de cette énième manifestation contre la loi travail qui se déroule donc aujourd'hui. Donc est-ce que vous trouvez ça normal qu'on puisse décider d'interdire une manifestation ? On commence par passer la parole à Yann Chailloux des MJS. Oui, juste sur les manifestations, moi je vais reprendre ce qu'a dit le Premier ministre hier à l'Assemblée nationale lors des questions au gouvernement, parce que ça me semblait particulièrement pertinent. L'opposition elle a pu s'exprimer sur ce projet de loi. Et je crois qu'il faut le rappeler, le gouvernement il a laissé la liberté de manifester, mais la liberté de manifester, et je crois que c'est important de le dire sur une fac où le droit est très important, ce droit-là il s'accompagne
d'une autorisation, toujours. Et aujourd'hui, on est tous au courant de cette menace terroriste qui existe. Il faut aussi y penser. Et j'ai cru comprendre que les autorités de l'État, les autorités publiques, trouvaient qu'il y avait une menace, donc qu'il fallait pouvoir faire cette manifestation en sécurité. Donc il y a eu plusieurs parcours qui ont été proposés. Et voilà, et la manifestation finalement peut se faire aujourd'hui. Donc c'est tout ce qui compte, c'est que chacun puisse s'exprimer en toute sécurité. C'est vraiment ça le plus important, c'est que chacun puisse le faire en sécurité. Mais je pense que les manifestations, il y a eu beaucoup de postures chez les uns et chez les autres. Je pense qu'aujourd'hui, le plus important, c'est peut-être de parler de la loi travail, du fond, et pas forcément de la forme des manifestations, ou du 49.3 par exemple. Les Républicains, est-ce que vous voulez réagir à ces propos ? Jason Augusto ? Tout d'abord, je voulais vous remercier de nous avoir invités tous autour de cette table pour contribuer au débat démocratique sur cette loi travail. Alors bon, j'ai bien entendu ce que M. Chailloux vient de dire. Bon, c'est vrai qu'actuellement, l'État écoute l'opposition. Je ne suis pas trop sûr. Pour l'instant, moi, je vois que François Hollande et Manuel Valls sont dans une cohabitation avec leur propre majorité. Donc c'est quand même quelque chose d'inédit. Nous n'avons jamais rencontré ça dans... c'est quand même... très impressionnant. Donc, concernant la loi El Khomri, parce qu'on oublie un petit peu de débat initial, on parle de retirer, d'accepter une manifestation. Actuellement, on arrive vraiment dans une coquille vide, un texte dont plus personne ne veut se raccrocher. L'idée principale, c'était quand même la simplification du Code du travail. Aujourd'hui, on a un gouvernement qui emploie le 49.3, on a la contestation dans la rue. Quand on voit une voiture de police qui est brûlée, des vitrines de commerçants qui sont brisées, sans parler de l'hôpital Necker, on voit que notre France souffre profondément. Alors maintenant, avec des manifestations qui sont annulées et puis qui, 3 heures plus tard, sont remises en place, avec la CFDT qui réécrit des textes et la CGT qui dicte des lois, on se demande réellement où on va. Et je pense qu'on arrive vraiment dans une impasse. Il faut voir quand même la loi travail et sera appliquée qu'en 2018 sous un autre gouvernement. Peut-être celui-ci s'il arrive à rattraper la chose. Mais bon, pour l'instant, on voit que cette loi n'a ni queue ni tête. Je pense que la meilleure des solutions serait de la supprimer et de laisser la possibilité, avec les élections présidentielles qui arrivent, de pouvoir remettre un débat qui soit posé dans cette campagne et essayer de sortir de cette crise par le haut, parce que, attention, quand même, le monde nous regarde en ce moment avec l'euro. Julien Ramy, des Jeunes UDI. Je vais recentrer le débat sur la question initiale qui était les manifestations. Peut-on interdire ou non les manifestations ? Non. Non, parce que c'est la porte ouverte à des énièmes violences. Je pense qu'on en a eu suffisamment, et tu as raison, le symbole de l'hôpital Necker. Et je voudrais d'ailleurs, une petite parenthèse, saluer le travail des forces de l'ordre qui sont mobilisées comme jamais depuis de nombreux mois, dans une situation difficile, dans un climat social qui est difficile. Je pense que leur travail est à saluer. J'étais à Lille récemment dans la fan zone. Je peux vous dire qu'ils ont un sang-froid exceptionnel. Donc non, on ne peut pas interdire les manifestations, pas en France. Je vous dis, c'est la porte ouverte à des énièmes violences. Je pense qu'on s'attardera tout à l'heure sur la loi travail. Je vois beaucoup de choses à dire, tous et toutes. Voilà, moi je trouvais qu'elle allait dans le bon sens au début, avec un penchant qui était libéral. Et vous savez qu'à l'UDI, on a une ligne qui est très libérale. On se retrouve aujourd'hui avec une loi qui est complètement édulcorée face aux énièmes pressions des syndicats. Donc c'est une tempête dans un verre d'eau, clairement. On y reviendra tout à l'heure, donc je ferme cette parenthèse. On peut regretter effectivement toutes ces violences, tout en prenant de la hauteur. Et il faut faire très attention à ne pas mettre tout le monde dans le même panier. Il y a ceux qui viennent faire des violences, mais il y a également ceux qui viennent manifester de manière pacifique. Il faut vraiment prendre de la hauteur et être très mesuré là-dessus. Et qui c'est qui vient faire des violences, d'après vous ? Il faut leur demander. Je pense qu'il y a un petit peu de tout. Il y a ce qu'on appelle le casseur. Il peut y avoir aussi, et je pense qu'on
on le sait, il peut y avoir aussi dans les syndicats des personnes qui viennent commettre des violences. Voilà. Il y a un petit peu de tout, mais il faut être mesuré et faire attention à ne pas faire d'amalgame. C'est très important. Sacha Verdelet du PG, ton avis sur la loi travail et cette manifestation aujourd'hui qui devait être interdite mais qui est finalement maintenue. Donc on a un défilé qui va se tenir à Bastille et ce sera 1,8 km. Est-ce que c'est suffisant ? Qu'est-ce que tu en penses ? Alors déjà, je dois dire que je suis assez étonné de tomber assez d'accord avec mes collègues de l'UDI et des Jeunes Républicains sur leur constat, le fait qu'on ne puisse pas interdire une manifestation. Mais c'est vrai que pour revenir sur le trajet est ridicule. Enfin, on va arriver sur un trajet de 20 minutes à pied, on peut attendre facilement 50 000 manifestants, on sait comment ça va finir. Ce qui s'est passé, c'est que d'abord la préfecture a interdit la manifestation, donc on peut penser qu'il y a des gens qui vont être très remontés, et que les forces de l'ordre, en étant prévenues au dernier moment qu'elle aura lieu, seront aussi remontées. On peut penser qu'il risque d'y avoir des problèmes lors de cette manifestation, et on peut voir derrière ça, à la limite, une volonté politique de décrédibiliser un mouvement. Comme disait mon collègue des Jeunes de l'UDI, tous les manifestants ne sont pas des casseurs. Les casseurs, c'est quoi dans une manifestation d'1 million de personnes ? C'est 100-150 personnes. Sauf que ces 100-150 personnes, il y a un abruti qui va aller casser les vitres de l'hôpital Necker, on va le voir. Mais le fait qu'il ait cassé les vitres de l'hôpital Necker, ça nous permet de dire quoi ? Ça nous permet de mettre en avant le fait qu'il va y avoir des suppressions majeures dans les hôpitaux et qu'on est en train de détruire le service public. Donc je tiens à rappeler que sur la vidéo, on le voit casser les vitres, la police n'intervient pas et le laisse faire. Donc on a juste une intervention médiatique a posteriori. Et enfin, si on peut réagir là-dessus, la dernière manifestation syndicale interdite, c'était durant la guerre d'Algérie. Et je ne pense pas qu'on soit dans le même climat que durant la guerre d'Algérie. Et après, c'est à notre gouvernement de voir, mais moi je ne le pense pas. Et au final, on est face à une loi qui est inégalitaire, qui est injuste, et je rejoins mon collègue des Jeunes Républicains en disant que oui, on devrait arrêter cette loi et la relancer sur le débat présidentiel, c'est-à-dire donner les chances aux candidats de défendre leur vision du Code du travail, alléger, ne pas alléger, revoir plus vers les syndicats, plus vers le patronat, en fonction de ce que les Français choisiront. Et donc, c'est tout. D'accord, merci pour ton témoignage, pour ton avis. Donc on a un dernier intervenant, Nuit debout, un nuit deboutiste, donc Max. Qu'est-ce que tu penses toi de cette manifestation aujourd'hui, de ce qui se passe, de ces allers-retours du gouvernement pour l'interdire, l'autoriser ? Je pense que ça montre bien les difficultés qu'a le gouvernement à tenir une ligne à peu près cohérente. Et une menace terroriste... Depuis 4 mois, il y a ces manifestations qui ont lieu. Prétendre qu'il y a une menace particulière sur cette manifestation, c'est possible, mais ce n'est pas on est dans cette situation depuis 4 mois, il n'y a eu aucun problème sur cet aspect-là. Pour en revenir sur les violences qui ont lieu, il y a plusieurs types de violences sociales. Il n'y a pas que les casseurs. Il y a aussi une violence oppressive qui est menée par le gouvernement, en particulier par cette loi, et qui va réduire des droits de travailleurs. Et derrière, il y a aussi une violence répressive. J'ai été autant choqué que vous, je pense, par ce qui s'est passé à l'hôpital Necker ou par l'incendie d'une voiture, mais c'est fait par une minorité de personnes. Et quand on voit une personne qui a eu la nuque perforée par un lacrymo, des torts sont partagés. Je ne pense pas que la totalité des forces de l'ordre ne font quelque chose de mal, comme je ne pense pas que la totalité des manifestants sont des casseurs. Il y a des débordements des deux côtés. Et dans cette situation, ce qui me choque vraiment le plus, c'est les consignes qui sont données aux forces de l'ordre. Quand on demande aux forces de l'ordre d'encercler une foule, n'importe quel spécialiste vous dira que c'est la pire chose à faire. Quand on donne l'ordre aux forces de l'ordre de laisser passer des casseurs pour qu'ils se mêlent à une manifestation, on ne peut pas s'attendre à autre chose qu'à des débordements violents le soir même. Des personnes se sont retrouvées au milieu de tirs de lacrymogènes, des personnes qui avaient seulement envie de partir, de quitter cette place, qui ne voulaient pas prendre part aux violences, et ça est devenu n'importe quoi. Le mouvement Nuit debout a été très souvent associé à ces violences. C'est pas du tout une réalité. Par exemple, sur Orléans, que ce soit sur les manifestations ou sur les rassemblements Nuit debout, on n'a jamais eu la moindre altercation avec les forces de l'ordre, ou même avec d'autres groupes. Ça a toujours été totalement pacifique. On essaie simplement de créer un espace de partage, de dialogue et de se rapprocher d'une démocratie qu'on retrouve tellement peu dans la société actuelle. Ces manifestations d'interdire, c'est totalement incohérent. Il pourrait tellement simplement faire en sorte que les choses se passent beaucoup mieux. D'essayer d'interdire, c'est simplement une preuve de leur volonté de nuire à l'image de ce mouvement social.
Et pour revenir sur ce que disait mon camarade du parti de gauche, la dernière manifestation qui a été interdite, c'était pendant la guerre d'Algérie. Pendant cette manifestation, elle a quand même eu lieu et il y a eu 9 morts. On n'est pas dans le même climat qu'à l'époque, mais on sait clairement pas qu'une interdiction va clairement faire qu'empirer les choses. Avant de s'intéresser concrètement au contenu de la loi travail, j'aimerais revenir sur les propos de Jason Augusto des Républicains qui s'est opposé au 49.3. Est-ce qu'il aurait eu la même opposition si c'était la droite qui avait utilisé ce 49.3 et est-ce que ce sera le cas si dans l'avenir la droite utilise cette méthode ? Écoutez, le 49.3 a une utilité simple, c'est d'essayer de remettre en route le débat démocratique. Si on arrive dans une impasse, c'est vrai qu'on peut constater en France qu'on a une certaine difficulté à faire bouger les choses, que ce soit dans le bon sens, et je pense que l'État aurait pu l'utiliser, mais dans un autre contexte. Malheureusement, actuellement, on arrive vraiment dans une impasse. Je trouve que ce serait dommage d'arriver à un 49.3 qui reviendrait, qui ressurgirait sur cette loi que, comme je l'ai dit précédemment, personne ne veut. Malgré qu'avec les interdictions de manifestations, on voit le gouvernement qui essaye à gonfler les muscles et qui se relâche juste après, cette fermeté, elle n'a plus de sens, elle n'est plus entendue. Il est temps de passer à autre chose et de sortir vers le haut. Le Code du travail, cette refonte, elle doit apporter de la lisibilité, de la simplicité et de l'efficacité dans tous les champs de vie de l'entreprise. Malheureusement, avec tout ce qui a été fait, toutes ces modifications qui ont été apportées au fur et à mesure par la loi, par des syndicats et autres, on arrive à un résultat qui est non pas dans la simplification, mais dans la complexité, en rajoutant une chose sur une autre et en arrivant à quelque chose que personne n'arrive plus à entendre et comprendre. Les MJS, vous voulez revenir sur le contenu de la loi travail ou sur l'utilisation des forces de l'ordre ? J'ai vu que tout à l'heure, vous n'étiez pas d'accord avec les propos de Max de Nuit Debout. Oui, évidemment. Alors, pour revenir rapidement sur la loi, j'entends toutes les personnes présentes qui nous disent que la loi a été édulcorée par les syndicats, etc. Est-ce qu'à la limite, on peut reparler plutôt des modifications qui ont été apportées par la droite au Sénat, puisque c'est aussi ça qui a vraiment enlevé tout son contenu social à cette loi. En l'occurrence, on avait proposé d'étendre la garantie jeune. Donc la garantie jeune, c'est un système qui peut permettre aux jeunes qui n'ont pas de formation, qui sont exclus du monde du travail, de pouvoir en retrouver et être accompagnés pendant 1 an. Elle disparaît. Voilà. On fait disparaître les accords d'entreprise, on autorise les licenciements individuels. Le CPA, donc compte personnel d'activité, qui était un gros symbole social, qui est complètement vidé de sa substance. Et puis, évidemment, on ne parlera pas des 35 heures qui deviendraient les 39 heures avec les modifications du Sénat. Donc ça, déjà, on peut dire que concrètement, la loi a été vidée de sa substance par le Sénat, vraiment. Ensuite, très concrètement, pour ce qui est des manifestations, et nous, évidemment, on est pour que les manifestations soient maintenues, évidemment. Après, je ne suis pas d'accord sur le fait que qu'on dise que la dernière manifestation annulée, c'était pendant la guerre d'Algérie, puisqu'il me semble, moi, que la dernière en date vraiment importante qui a été annulée, c'était celle qui a été pendant la COP21, où tout le monde avait déposé ses chaussures sur la place pour représenter la manifestation. En l'occurrence, il y a d'ailleurs des manifestations qui sont annulées tous les jours, dans le sens où elles ne répondent pas à des critères de sécurité. Donc en parler, ça pose en parler, effectivement, c'est important. Et dire que les annulés, c'est une mauvaise chose, nous sommes tous d'accord. Mais il ne faut pas retourner dans une histoire si lointaine que ça pour dénoncer quelque chose qui a lieu tous les jours en réalité. Max, est-ce que vous avez chez Nuit Debout une commission qui discute du contenu de la loi travail ? Est-ce qu'on parle du contenu ? Alors évidemment c'est un sujet qui revient, juste simplement pour la manifestation dont je faisais référence, c'est une manifestation syndicale. C'est la dernière annulée syndicale, c'était pendant la guerre d'Algérie. Évidemment il y a eu d'autres cas, par exemple la COP21. Simplement pour revenir sur la loi travail, donc évidemment c'est
C'est le mouvement social qui était à la naissance de Nuit debout, et c'est un sujet sur lequel beaucoup de membres se sont concernés. On ne parle évidemment pas que de ça, on parle de plein d'autres sujets. Mais sur le contenu de cette loi, encore une remarque, la garantie jeune a été apportée par les mouvements sociaux. Elle n'était pas présente dans le texte d'origine proposé par le Parti socialiste. D'accord. Julien Ami des Jeunes UDI, tu voulais réagir ? Je suis pas d'accord avec mes collègues jeunes socialistes sur le Sénat. Non, moi je pense que la loi a été édulcorée par les diverses pressions, qui soient syndicales étudiantes ou syndicales. J'ai été étonné, personne n'a évoqué la CGT. Moi j'ai un souci avec la CGT qui prétend défendre les travailleurs et paradoxalement les bloquer. Voilà, je trouve que j'ai pris le train récemment, et c'est une galère sans nom, et je suis étonné par le virage politico-politique que prend la CGT. C'est un bras de fer entre un syndicat et un gouvernement. Le souci, c'est qu'au milieu, c'est le travailleur. La CGT ne représente à peine 3% des travailleurs. Et ils occupent une place médiatique qui est énorme. Donc je ne suis pas d'accord. Et puis concernant les 39 heures, je pense que le débat doit s'ouvrir. On va maintenant passer au deuxième thème. J'aimerais bien intervenir. J'ai trouvé qu'il y avait des choses intéressantes qui avaient été dites. Je vais réagir tout de suite à ce que mon collègue de l'UDI a dit. Donc la CGT, c'est peut-être 3% des travailleurs qui sont adhérents. Par contre, il ne faut pas oublier que, comme la Ve République, les élections professionnelles sont des élections représentatives. La CGT, c'est 25% des travailleurs. Il faut quand même resituer ça, c'est-à-dire que la CGT représente 25% des travailleurs. À l'UDI, vous êtes 20 000 adhérents, pourtant vous représentez environ 10%. 22 000. Pourtant, vous représentez environ 10% du paysage politique français. On ne vous dit pas, vous n'êtes que 22 000, vous représentez 0,01%. Et pareil, je pense pour nous tous ici, on ne peut pas se prévaloir via nos organisations, nos mouvements, de représenter tout ce qu'on représente réellement. Donc voilà, ça c'est une tare de la Ve République, une tare du système, je suis d'accord. Alors ensuite, s'il y a un problème avec les grèves et tout ça, on n'a qu'à tout mettre sous le coup du service public, comme ça il y aura la continuité du service public, on n'aura plus de problème, plus personne sera embêté, et on pourra faire grève tranquillement avec un service minimum. Alors ensuite, sur le CPAM, alors je ne sais pas où est-ce qu'on a pu voir que c'était intéressant. Alors moi je considère que c'est un fichier pour suivre les travailleurs et qu'il se suivra toute leur vie. J'ai eu le débat avec un camarade de la FSU qui pensait exactement comme moi. Donc je pense que les syndicats ont raison de se battre aussi contre ça. C'est-à-dire que sous un air faussement social, au final on revient à un flicage généralisé des travailleurs. Et pour ce qui est enfin des accords d'entreprise, on ne peut pas laisser les accords d'entreprise prévaloir sur les conventions collectives, c'est pas possible. On n'a pas la même possibilité d'action en tant que travailleur vis-à-vis directement de son patron qu'on peut l'avoir avec tous les gens de la branche ou tous les gens même de la profession. C'est pas possible. Et à partir de là, on va avoir des coupures sociales progressivement parce qu'on ne pourra pas lutter contre ça. Et c'est pour ça que c'est un enjeu d'empêcher cette loi et c'est un enjeu aussi d'avancer et de pouvoir réenvisager la démocratie via ça. C'est-à-dire que là, on voit qu'il y a des mouvements comme Nuit debout qui sont en train de naître, qui essaient de réenvisager la démocratie via ce mouvement, parce qu'on se rend compte qu'il y a toujours plus de 70% ou plus de 60% qui sont contre cette loi. Et donc, comment se faire alors qu'on avait une majorité des partenaires politiques qui étaient pour cette loi? Comment faire pour que ces 70% puissent être représentés dans le paysage politique français? On vient d'évoquer la démocratie, la représentation. Ça va nous amener à notre deuxième thème pour ce débat. 2 anciens présidents vont devoir se présenter à des primaires ouvertes pour pouvoir redevenir candidat à l'élection présidentielle en 2017. Selon un récent sondage, 75% des Français ne voteront ni Hollande ni Sarkozy. Finalement, est-ce que vous trouvez ça normal que ces anciens présidents doivent se présenter devant une primaire pour être candidat? On va commencer évidemment avec les Républicains, puisque c'est tout nouveau pour eux, cette primaire. Ça commence avec ces élections présidentielles. Alors tout d'abord, concernant les primaires à gauche, on ne l'attendait plus. Mais bon, François Hollande, toujours un très, très fin politique. Malheureusement, souvent, il est d'ailleurs très bon, mais qu'en pure politique. Il arrive à tirer son épingle du jeu, même dans l'organisation des primaires à gauche. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce qu'il arrive à mettre tout le monde au pied du mur. Parce qu'aujourd'hui, tous les frondeurs, ils vont devoir s'organiser pour réussir à rivaliser face à un président de la République sortant. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il, lui, dans ses calculs, il voit qu'il va se positionner comme le rassembleur de la gauche. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a... Après, ça reste... C'est mon avis. Il n'y a aucun frondeur qui émerge, il n'y a
aucun leader à gauche qui émerge, qui a émergé durant le quinquennat de François Hollande et qui potentiellement peut monter au créneau donc, face à la candidature de l'ancien président de la République, enfin au président de la République actuel. D'autant plus qu'il y aura une multitude de candidats. Bon, ça va de soi avec les primaires. Mais bon, on aura au moins, lui, l'avantage qu'il voit, François Hollande, c'est que la multitude de candidats, ça sera durant les primaires et pas durant le premier tour. Et donc là, c'est la transition parfaite par rapport aux primaires de la droite. Moi, je salue cette nouveauté. Effectivement, c'est une nouveauté pour notre parti. Aujourd'hui, la population, c'est vrai qu'elle souhaite participer au choix de plus en plus tôt. On voit beaucoup de mouvements et de nouveautés dans ce sens-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas de leader à droite incontesté et incontestable, même si c'est vrai qu'on a un ancien président de la République qui va certainement se présenter aux primaires, effectivement. Il est donc essentiel de choisir le meilleur de la droite pour nous représenter aux élections, parce que quelles sont les menaces ? Quelles sont les menaces si on ne se rassemble pas derrière un seul candidat ? Parce que moi, c'est vraiment ma crainte première, c'est qu'il y ait une multitude de candidats à droite. Voilà, c'est l'épée de Damoclès, et j'aimerais vraiment qu'on arrive à échapper à cette grande difficulté qui est encore d'actualité à ce jour, selon moi. La menace, si on n'arrive pas à s'aligner derrière un leader à droite, en sachant qu'à gauche, bon, voilà, à gauche, il n'y a pas beaucoup de leaders. C'est vrai que François Hollande, il a fait un gros travail politique pour arriver à... Voilà, il n'y a pas un grand leader écologiste, il n'y a pas un grand leader dans différentes parties. C'est quand même François Hollande qui arrive à se positionner plutôt comme un rassembleur. Du moins, c'est selon ses calculs politiques. Donc la menace, c'est effectivement de refaire 5 ans avec François Hollande, si on n'arrive pas à s'aligner derrière un seul et unique candidat à droite. Ou sinon, c'est la catastrophe du Front National. Et cette catastrophe, ça va de notre responsabilité de l'éviter. Et donc du coup, voilà, aujourd'hui, c'est essentiel de se préparer dès maintenant, en 2017, pour qu'on soit prêt à faire le job en 2017, en disant la vérité dès le début à la population, ce qui n'a pas été fait en 2012 par le président actuel. Vous parlez d'une multitude de candidats, on pense évidemment à Sarkozy, à Alain Juppé, à François Fillon, à Bruno Le Maire, à Jean-François Copé, et là j'ai appris tout récemment Balkany qui est investi également. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors attention, est-ce que c'est admissible cette candidature ? Ils sont candidats à la candidature aujourd'hui. Voilà, comme vous savez, dans les partis politiques, on sait que démocratiquement c'est important d'avoir un certain nombre de candidats. Il ne faut pas non plus arriver à plus d'une équipe de foot. Voilà. Donc, je pense qu'au niveau national, ils sont organisés, voilà, au niveau des signatures, etc., pour qu'il y ait des candidats qui soient suffisamment représentatifs d'une partie de la droite pour se présenter aux primaires. M. Balkany, justement, s'il veut y aller, on verra s'il est représentatif au sein de notre parti. C'est magnifique. Les MJS, vous voulez réagir, Yann Chailleux ? Merci Anthony d'avoir parlé de nos primaires. Je vois que tu les suis beaucoup, tu aurais même pu préciser les dates, ce sera le 22-29 janvier 2017. Et juste pour rebondir sur vos primaires, même si elles ne m'intéressent que très peu, moi j'ai cru voir que Michèle Alliot-Marie serait candidate hors primaire parce qu'elle trouve que le processus des primaires de droite ne réunit pas toutes les conditions démocratiques. En tout cas, c'est ce qu'elle dit. Donc voilà, juste pour rappeler une chose quand même, c'est qu'on ne met personne au pied du mur avec les primaires de gauche, puisque les primaires ouvertes au Parti socialiste sont dans l'article 5.3.2 de nos statuts depuis 2011. Donc on ne met personne au pied du mur. Et juste, peut-être préciser une chose par rapport à ces dates des primaires, on peut effectivement se dire que c'est peut-être tard, ou enfin voilà, chacun peut avoir son avis sur des dates. Juste rappeler une chose, c'est quand même que le Parti socialiste, il n'est pas absent du débat politique pour préparer les présidentielles. Rappeler une chose, aujourd'hui le Parti socialiste organise des cahiers de la présidentielle partout sur le territoire, dans tous les départements, dans toutes les régions de France. Ça me permet de rappeler une date. Nous, le 8 juillet, à Orléans, on organise une rencontre
au Delirium Café sur le thème de l'éducation. Donc, si les auditeurs veulent venir, ils peuvent venir échanger avec nous. On va essayer de travailler de manière collective et participative sur des propositions qu'on ferait à nos candidats. D'ailleurs, on est plutôt bien écoutés dans ces réunions-là. Et donc vraiment, nous, on se place d'abord dans un programme. Vous parlez de candidats, très bien. Nous, on parle d'abord du programme. On est en train de construire un projet parce qu'aujourd'hui, il y a aussi un avenir à construire. Et donc vraiment, aujourd'hui, nous, on est dans cette démarche-là. Et je crois que les primaires à gauche, elles ne doivent pas se faire contre un candidat ou pour un candidat. Elles doivent se faire voilà, pour choisir un candidat et juste pas contre un candidat. Donc si le président de la République veut s'y présenter, heureusement qu'il y a droit. Je crois que c'est pas une question à se poser, y compris s'il est ancien président. Enfin, je pense à Nicolas Sarkozy, s'il a envie de se présenter à la primaire de droite, il l'a toujours pas annoncé d'ailleurs, mais c'est son droit. Moi, je considère que chaque citoyen a le droit de prétendre être candidat à la présidentielle, qu'il soit président ou qu'il ait été président de la République. Vraiment, je trouve que c'est une question qu'on ne doit pas se poser. Chaque citoyen a ce droit-là, c'est constitutionnel, donc c'est vraiment important de le rappeler. Et en tout cas, moi, je soutiendrai François Hollande pendant ses primaires, donc j'espère qu'il sera candidat. Mais voilà, je trouve que ces primaires de gauche sont une bonne chose. Dans le calendrier, elles sont plutôt bien, puisqu'on aura un programme avant d'avoir un candidat, et ça c'est plutôt bien, parce que le programme du coup sera partagé par les candidats. Donc voilà, je trouve que c'est une très bonne organisation, une très bonne initiative de la part du premier secrétaire du Parti socialiste. On rappelle que les primaires sont ouvertes à tous les Français, oui, c'est bien ça. Bien ça. Mais alors, est-ce que c'est quand même... Il n'y a pas un petit problème de démocratie, étant donné que même si elles sont ouvertes à tous les Français, quelqu'un qui vote à gauche n'ira pas voter aux primaires de droite, parce que comme tu dis, toi, tu ne te sens pas concerné par les primaires de droite, par exemple. Alors, de base, est-ce que c'est une bonne chose? On va donner la parole à Sacha Berthe Verdelet pour le PG. Alors, sur les primaires, le fait que... Enfin, c'est assez difficile de se prononcer parce que c'est une américanisation de la politique. Et moi, de base, je ne me sens pas forcément intéressé par ces processus, même si je me suis intéressé parce que ça fait quand même partie maintenant, en 2016, du jeu politique. Et je dis bien le jeu politique parce que c'est, par exemple, la primaire de droite, même si la démarche est intéressante, il ne faut pas oublier qu'il faut tant d'élus, tant de ceci, tant de cela pour pouvoir s'y présenter. Donc ça cloisonne quand même la candidature, qu'arrivera une candidature, on s'en doute, assez ou Juppé ou Sarkozy s'il décide de se présenter. Enfin, c'est pas non plus l'affaire du siècle. Pour la primaire socialiste et non pas la primaire de gauche, il faut faire, je pense, une distinction. Ils ont annoncé que ce seraient des primaires de la gauche gouvernementale. Donc après, beaucoup de Français n'accordent pas à cette gauche gouvernementale la notion de gauche en elle-même, ce qui fait que ça va rallier les socialistes et une partie de leur électorat. Donc ça veut dire que la primaire de la gauche gouvernementale, ce sera le Parti socialiste, le PRG, la scission d'Europe Écologie qui se trouve être écologiste, si je ne dis pas de bêtises, et donc, pour le coup, avec une impossibilité pour les autres de se rallier sans approuver la politique gouvernementale. Donc, je pense par exemple aux communistes qui disaient « on veut la primaire, on veut la primaire ». Et bien, les communistes n'auront pas la possibilité de participer à cette primaire sans cautionner la politique gouvernementale, ce qu'ils ne font pas. Donc, ce qui se passe, c'est que nous, au parti de gauche, et je ne pense pas représenter le mieux le parti de gauche, mais on a rejoint la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi on a fait ça? On a fait ça déjà parce qu'on avait un candidat en place depuis 2012, qui était efficace, qui était dynamique. On avait déjà un programme qu'on a réouvert à la participation. On est en train d'engager les assemblées pour permettre aux gens de discuter du programme. D'ailleurs, si ça intéresse des auditeurs, le 26 juin, au Parc de la Charbonnière, on fait un pique-nique pour discuter du programme. Donc, vous pouvez venir participer, discuter avec nous. Et surtout, ce qu'on voit, c'est qu'on nous disait, vous êtes seul, vous êtes seul. Bon, quand le parti de gauche s'est rallié, ça a fait 12 000 personnes déjà. Donc la solitude de M. Mélenchon s'est trouvée quand même un peu amoindrie. Puis là, on voit qu'on est 116 000. Donc on est 116 000. Puis qu'est-ce qu'on regarde? En 2012, à la primaire socialiste, M. Valls a fait 150 000 voix. Donc c'est-à-dire que selon la logique de primaire, quand on fait 150 000 voix, on peut devenir Premier ministre. Donc je me dis, on est 116 000 au bout de 3 mois. Dans 5 mois, on sera quoi? 200 000. Dans ce cas-là, on est légitime pour être président, non? En tout cas, pour se présenter. Et enfin... ce qu'il faut voir, c'est qu'on a regardé les derniers sondages des sympathisants de gauche et on s'est dit, tiens, c'est étonnant, Mélenchon est à 35% dans le cadre d'une primaire possible.
Alors on se dit, pourquoi est-ce qu'on irait gaspiller du temps, de l'énergie, de l'argent pour faire le show, pour se mesurer à des gens qui, au final, l'électorat finira par se rallier à nous au deuxième tour, plutôt que de partir et commencer à construire. Et c'est ce qu'on s'est dit et c'est ce qui marche. Merci. Moi, j'aimerais revenir sur la tendance de ces 3 Français sur 4 qui veulent ni de Hollande ni de Sarkozy. Pourtant, grâce à des jeux politiques et des primaires, ils pourront se retrouver candidats et peut-être élus grâce à leur stratégie politique. Qu'est-ce que vous en pensez, Julien Amy de l'UDI ? Alors, je vais juste revenir, Yann, sur est-ce qu'un président peut se présenter en exercice, peut se présenter à une primaire ? Oui, mais il ne doit pas être avantagé. C'est le mot primaire ouverte qui me dérange parce qu'elles ne le sont pas. On a l'impression que ce sont des primaires qui sont sur mesure, qui sont destinées à avantager François Hollande. Et tu vas répondre juste après dès que j'aurai fini, mais je trouve que c'est un déni de démocratie. Hein. Je vais revenir maintenant sur les primaires à droite parce que ça nous concerne particulièrement à l'UDI. Comme vous le savez, le 20 mars dernier, nous sommes réunis sur un congrès exceptionnel à Versailles. Les plus de 22 000 adhérents de l'UDI se sont prononcés à 66% contre notre participation à les primaires. Faute d'accord, il est, tu le sais Anthony, difficile de discuter avec Nicolas Sarkozy, qui oublie souvent que les voix de l'UDI sont particulièrement importantes. On le voit bien sur Orléans municipal où on a vraiment pesé dans la balance. Donc faute d'accord, nous ne participerons pas à cette primaire. On se concentre sur les législatives. En vérité, on a envie d'affirmer nos valeurs, qui sont différentes des Républicains, même si sur certains points on peut s'accorder, tout comme on peut s'accorder également avec les socialistes. C'est l'occasion d'affirmer nos différences. Nous sommes un parti qui est pro-européen, on en parlera tout à l'heure, et on fait en quelque sorte notre déclaration d'indépendance. Et si tu peux me reposer la question à ce moment-là, j'ai pas bien entendu tout à l'heure. En fait, je pensais aussi surtout à Nicolas Sarkozy et François Hollande qui vont jouer avec les voix pour se faire réélire, ou c'est ce qu'ils pensent en tout cas. Est-ce qu'au bout d'un moment, il n'y a pas un côté d'un égo surdimensionné qui fait qu'ils doivent s'en rendre compte que les gens n'ont pas forcément envie qu'ils reviennent au pouvoir, mais pourtant, par leur jeu politique, ils vont essayer il y a ce goût du pouvoir. De se maintenir. Il y a ce goût du pouvoir, cette envie du pouvoir, que ce soit sur François Hollande et Nicolas Sarkozy. Je pense que les Français veulent autre chose. Et ça, on le voit très bien avec des talents qui émergent. J'ai personnellement envie d'autre chose. Je ne suis ni Nicolas Sarkozy ni François Hollande. Je considère qu'ils ont fait leurs preuves, leurs mauvaises preuves, pour rectifier. Nicolas Sarkozy, il n'a pas été réélu. Donc je pense que c'est que les Français n'étaient pas satisfaits. Et les Français ne sont pas non plus satisfaits de François Hollande. Il faut du renouveau, du sang neuf. C'est ce que les Français attendent. Donc on parle de renouveau, de sang neuf, on va parler de Nuit debout. Donc vous êtes nouveau dans le débat. Alors est-ce que vous présentez, vous, un candidat d'ailleurs à l'élection présidentielle en tant que mouvement Nuit debout ? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Aujourd'hui, on n'a aucun candidat. D'une certaine manière, on n'a aucun programme précis ou défini. Nuit debout crée surtout un lieu de débat qui peut rassembler des personnes de tout le paysage politique. Chacun autour de cette table peut parfaitement venir s'exprimer, et tant que ça se fait dans le respect et le dialogue, tout le monde peut venir apporter ses idées, en prendre conscience d'autres, et ça permet en même temps de faire des rencontres magnifiques. Mais pour revenir sur toutes ces problématiques des primaires, aujourd'hui on est dans une situation où, peut-être Mélenchon mis à part, aucun parti n'a de leader précis. Ça pourrait être les conditions pour un débat politique vraiment intéressant, vraiment quelque chose de constructif. Et on se retrouve avec des guerres des chefs dans tous les sens. On se rapproche plus d'une télé-réalité, d'un remake de Koh-Lanta que d'un vrai débat politique. Et j'ai honte de voir ça, honte que ça soit des seules alternatives qui soient proposées, de savoir qu'au final, c'est ces personnes-là qui vont finir président de ce pays auquel je crois. Alors, il y a vraiment une nécessité d'un renouveau du débat politique. Je pense que personne autour de cette table ne va changer ça. Il y a, comme le disait le présentateur, Valentin, 3/4 des Français ne voteraient pas pour des têtes d'affiche, on va dire, des partis majeurs. C'est
on voit aujourd'hui la rupture entre la classe politique et l'électorat, dont on parle depuis des décennies, où chaque année, tous les politiques promettent de briser cette rupture. Ça ne fait que s'aggraver. Et il y a besoin d'un renouveau total de cette classe politique. Ça reste mes convictions personnelles. Je ne prétends pas parler pour la totalité de mon mouvement. Encore une fois, c'est un mouvement qui rassemble des opinions diverses et variées. Et c'est simplement mon point de vue, mais je pense qu'il est partagé par une grande partie de mes camarades. Yann Chailloux, vous vouliez intervenir sur ce thème, vous avez une minute. Très rapide, juste parce que moi je réitère le fait que ces primaires, elles sont ouvertes, les primaires de la gauche, en tout cas organisées par le Parti Socialiste et par probablement le PRG, j'imagine, comme c'était le cas déjà en fait en 2011. Mais juste, elles sont ouvertes pour une bonne et simple raison et nous on le sait particulièrement au Parti Socialiste, peut-être plus que dans d'autres partis, parce que dès qu'il y a une élection au Parti Socialiste, on vote pour notre candidat en interne. C'est-à-dire que les adhérents sont appelés à venir voter. On a voté François Bonneau, Valérie Corre, par exemple, la députée du Loiret, passera par une primaire interne. Voilà, il y a des primaires internes à chaque élection. Dans notre parti, c'est comme ça, c'est un parti très démocratique. Je constate d'ailleurs que chez les Républicains, à la fois la démocratie, on connaît peu. C'est vrai qu'une primaire, c'est compliqué à organiser quand on n'a pas l'habitude de faire des primaires internes. Les 6 candidats des Républicains ont été désignés sur le coin d'une table à Paris. Et puis juste, moi aussi je crois au renouvellement. Et je pense justement que c'est aussi localement qu'on arrive à faire du renouvellement. Avec les jeunes socialistes par exemple, dans le Loiret, et peut-être qu'on en reparlera juste après, ça permet de faire la transition. On arrive à promouvoir du renouvellement et c'est vraiment important. Moi, ce que je constate, c'est que par exemple, les candidats de la droite aux législatives, c'est 5 hommes qu'on connaît déjà et une femme qu'on connaît déjà. Donc pas de parité, pas de renouvellement. Moi, ça me semble compliqué et je crois que la démocratie, elle se vit pas qu'avec des primaires présidentielles. C'est là où je rejoins aussi un peu Sacha. Elles sont importantes, mais le renouvellement se fait partout. On en reparlera justement dans le 3e thème de ce débat, vous inquiétez pas, on va juste faire une pause musicale avec 1 minute, mais je donnerai la parole aux Républicains qui voulaient intervenir dès le retour de cette musique. On va écouter Monaki Engi Xika, une musique de Bonga Kwenda, de son véritable nom José Adelino Barcelo de Carvalho, un chanteur angolais qui, pour la petite histoire, quitte l'Angola à l'âge de 23 ans afin de devenir athlète, devenant le détenteur du record du 400 mètres portugais, puisque l'Angola était à l'époque une des 5 colonies africaines du Portugal. On écoute aujourd'hui une version remixée par Synapson, un duo de producteurs français orienté plutôt deep house, et formé en 2009 par Alexandre Thierret et Paul Curcuron.
C'était Mona Kiengie Xika de Bonga Kwenda, remixé par Synapson. Vous êtes toujours dans la grâce matinale de Radio Campus spécial débat aujourd'hui. Donc on a pris un petit peu de retard, donc on va juste allonger l'émission tout simplement. Pour passer au prochain sujet, nous allons parler des représentations politiques. Ah oui, pardon, les Républicains voulaient réagir encore au thème juste avant. Donc on parlait des primaires à gauche et à droite. Donc rapidement, s'il te plaît, Anthony. Oui, simplement un petit mot pour répondre à Yann, parce qu'à première vue, Yann Chahu ne connaît pas forcément l'organisation chez les Républicains, ce que je peux comprendre. Au niveau des députés, faut savoir qu'ils ont été, ça fait l'objet de la Commission nationale d'investiture. Donc c'est des personnes qui ont été élues, qui ont voté pour justement les députés des 6 circos. Démocratie, il y a Yann. Merci. Merci. Bon, alors, du coup, on va passer à ce sujet dont je voulais parler. Donc, le paysage politique actuel est composé de personnalités qui se disent ni de gauche ni de droite et qui considèrent donc l'idéologie politique comme dépassée, notamment le clivage gauche-droite. Est-ce que c'est le genre de démarche qui vous inspire en tant que jeune représentant, ou est-ce que vous suivez le schéma politique classique existant, type libéralisme, socialisme, marxisme? On commence avec toi, Sacha, pour le PG. Alors, il me semble qu'il y avait aussi dans le titre Nuit debout, je voudrais en parler 1 minute, parce qu'en fait, Nuit debout, alors au début, quand je pense comme beaucoup de monde, j'ai pas trop compris ce qui se passait, et j'ai regardé ça en me disant, mais ça a l'air vraiment intéressant. Donc, une première fois, je suis allé sur Orléans, et ce qui m'a frappé, c'est tout le monde se retrouve de toute classe sociale, il y a cette rupture de classe où tout le monde est ensemble, et il y a comme
un air autour de ça de liberté. C'est-à-dire que la fois où j'y suis allé, à Orléans, il y avait des musiciens dans la rue, enfin c'était agréable, en plus il faisait beau, donc c'était il y a un moment. Et donc il y avait ce côté, on se sentait libre de parler, libre de participer, libre d'aller voir les gens, et c'était très agréable. Et je suis allé à Paris et j'ai pas eu le même sentiment, mais en même temps c'était aussi dû au je ne sais combien de CRS qui bloquaient la place et qui était assez angoissant. Donc c'était mon petit mot sur Nuit debout. J'espère que mon collègue de Nuit debout, Max, pourra en parler. Avec plaisir. À savoir, quel sera l'aboutissement de Nuit debout, quelle va être la concrétisation de ce mouvement. Donc maintenant je vais pouvoir aborder l'idéologie jeune. Et alors nous, au parti de gauche, on n'est pas socialiste, on n'est pas marxiste, on est éco-socialiste. Donc c'est une doctrine qui vient plutôt de l'Amérique latine, c'est-à-dire que le socialisme en tant que système n'est possible que via l'écologie, mais l'écologie parfaite, c'est-à-dire la décroissance, n'est possible que via le socialisme. On est face à ce genre de problématiques, surtout, on l'a vu avec la COP21, la planète qui va pas au mieux. Donc on est obligé de penser à tout ça. Et ce qui fait qu'on ne va pas suivre une doctrine particulière et on va se construire au gré de nos lectures. Et je pense que c'est aussi le rôle d'un militant de gauche ou même d'un militant tout court, c'est de se former continuellement, c'est-à-dire continuer à lire, à apprendre et pas rester bloqué dans une position. C'est-à-dire que moi, depuis que je me suis lancé en politique, on pourrait dire ça, plutôt depuis que je me suis inséré au sein du parti de gauche pendant la campagne présidentielle de 2012, j'ai vu mes avis évoluer, ma façon de voir les choses changer. Par exemple, j'ai pas du tout la même vision de l'euro que je l'avais au début, ou même de l'Europe, parce qu'il s'agit d'évoluer, ou même de la démocratie. C'est-à-dire que moi, je pensais au début que la Ve République était un système intéressant. Et puis au final, on arrive à un point, on se rend compte que c'est un système à bout de souffle. Et donc au final, la jeunesse en politique, elle se réinvente tous les jours, à droite, à gauche, partout, parce que les militants, les gens qui s'intéressent, se réinventent eux-mêmes. Il n'y a pas d'avis bloqué. Tout le monde se réinvente en permanence, se recherche et recherche des solutions pour avancer, surtout à gauche où, pour le coup, nous, nos idées n'ont jamais été mises en place, donc on a un travail double à faire. Enfin, si vous voyez les bibliothèques des militants, vous commenceriez à pleurer en vous disant le temps qu'ils y ont passé. Mais il ne faut jamais arrêter de faire ça. Et c'est ça qui est important en politique, c'est toujours se réinventer pour essayer d'aider les autres, là où les autres ne s'intéressent pas. Et c'est là où on peut dire que, en se réinventant, en réfléchissant sur des nouveaux modèles de société, on peut réintéresser les gens qui ne s'intéressaient plus, leur donner envie d'avancer avec nous. On va passer à l'UDI avec Julien Ramy. Cette question, évidemment, est personnelle, hein, vous l'avez compris, c'est sur votre vision de la politique. Est-ce que, par exemple, pour vous, vous accordez une importance capitale à l'idéologie politique en tant que telle, ou plus, justement, au pragmatisme politique qui commence à avoir le jour à l'heure actuelle ? À l'UDI, on est assez ouvert d'esprit là-dessus. On ne réfléchit pas par clivage, dans des clivages droite-gauche. Nous, on est à l'UDI, on est centre-droit, il y a plusieurs composantes à l'UDI, dont la gauche moderne, par exemple. Donc on est assez ouvert d'esprit. Moi, ce que je remarque, c'est qu'une grande majorité des jeunes aujourd'hui ne se reconnaissent pas ou plus dans la politique actuelle, et chez les politiques actuelles, et également dans leurs partis respectifs. Il y a plusieurs causes, je pense. Il y a l'âge moyen de ces politiques, même s'il y a un axe d'amélioration. Leurs discours, qui sont très souvent éloignés de la réalité. Et puis les déceptions successives des gouvernements précédents. Tout cela a créé un climat un désamour des jeunes. À l'UDI, on pense qu'il faut accentuer les débats, le dialogue, créer des plateformes. J'écoutais Manuel Valls qui était à Évry il y a quelques temps. Un jeune avait pris la parole, il avait dit « Monsieur Valls, pourquoi vous ne créez pas une plateforme interactive où on peut donner nos idées, où on peut nous répondre, où on peut débattre ?» Il faut vraiment insister là-dessus, il faut créer ces plateformes-là. On est sur l'ère du numérique. Nuit debout, c'est un mouvement qui est intéressant, qui s'essouffle, mais qui est intéressant. Dans la rue, c'est une tribune ouverte, qu'on soit de droite, de gauche, ou qu'on soit complètement apolitique, on peut y aller et discuter. C'est franchement intéressant. Il y a d'autres mouvements, il y a nous citoyens, une sorte de grosse boîte à idées. Il y a des choses qui sont intéressantes, il faut vraiment accentuer ces initiatives. Après voilà, je fonctionne quand même en parti, je suis très heureux d'être à l'UDI, je suis très heureux qu'il y ait les Républicains, qu'il y ait les socialistes, parce que c'est ce qui incite au débat, et c'est franchement important. Nuit debout, du coup, vous êtes transpolitique, c'est ça ? Parce qu'il me semble qu'il y a quand même des gens qui participent à Nuit debout et qui sont engagés dans des partis politiques. Est-ce que tu peux en parler ? Alors oui, effectivement, un certain nombre de nos membres sont engagés dans différents partis et tout le monde est le bienvenu sur Nuit debout. Avant ça, je voudrais simplement revenir sur les sujets qui ont été abordés précédemment, sur la réalité politique actuelle.
les citoyens, ce sont mes convictions personnelles, sont plus que des électeurs. La politique et la démocratie, ça ne commence pas quand on entre dans le bureau de vote et ne finit pas quand on en sort. Il y a participer au débat, participer aux discussions, même si c'est simplement avec nos proches, c'est quelque chose de primordial. Et s'engager dans des actions avec des associations ou des collectifs, c'est quelque chose d'aussi très important qui fait vraiment vivre ça. Et aujourd'hui, on est dans un système qui présente le citoyen avant tout comme un électeur, plus comme un militant ou comme une personne engagée. Le citoyen, c'est simplement ça. Et des tendances néolibérales, on se rapproche d'un modèle où le citoyen ne serait plus qu'un consommateur-producteur. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, personnellement, m'effraie. Pour Nuit debout, simplement, c'est cet espace, comme tu le dis, transpolitique, c'est un mot très approprié, où tout le monde peut venir s'exprimer. Je suis ici en tant que jeune de Nuit debout, mais c'est tout sauf le mouvement n'est pas qu'un mouvement jeune. Il y a des personnes de toutes les générations, de toutes les origines, de toutes les conditions sociales, chômeurs ou actifs, peu importe, tout le monde est le bienvenu pour s'exprimer. On a tous un point de vue particulier, des compétences à apporter, des idées originales, et tous ensemble, on se rassemble pour créer quelque chose. On est sur la place publique, ce qui donne une ouverture totale. On peut revenir sur le débat des primaires, mais je ne pense pas que c'est le moment. Là, tout le monde peut venir, ça pose des petits problèmes météorologiques de temps en temps, mais on se débrouille toujours. Et c'est vraiment quelque chose d'important. Chacun peut venir s'y exprimer. Et aussi, une des notions qui est très rapidement présente sur ce mouvement, c'est celle de convergence des luttes. Je préfère personnellement l'idée de la convergence des causes, mais c'est l'idée que les militants écologistes et les militants dans les actions sociales, ceux qui sont actifs dans ces domaines-là, au final, se retrouvent sur beaucoup de convictions, et de permettre de rassembler, c'est tout ça. Une concrétisation, pour moi, elle est déjà là. Il y a beaucoup de projets qui sont nés rien que sur Nuit debout Orléans, sur Nuit debout Paris, des gens qui se sont rencontrés, des choses qui se créent. Une concrétisation politique, peut-être un jour, peut-être qu'un parti naîtra Nuit debout. Je serais très surpris que Nuit debout devienne un parti en soi, ça serait contraire aux idées qu'on a actuellement. Donc voilà, c'est simplement ça. Mais aujourd'hui, ce mouvement continue, on s'essouffle, l'euro, les vacances qui approchent, la météo qui nous a vraiment pas aidés, mais on est toujours présent et on sera toujours, j'espère. Merci Max. Je vais passer la parole aux Républicains. Est-ce qu'un jeune qui s'engage en politique actuellement peut encore être d'accord avec le programme en entier d'un parti ? Est-ce que c'est ce qu'on vous demande quand vous, en tant que jeune, vous intégrez ce parti ? Alors, juste avant de répondre à ta question, Leslie, moi j'aimerais revenir sur le mouvement Nuit debout. Je trouve ça vraiment très intéressant que la jeunesse et qu'une partie de la population se saisissent des challenges que la société doit relever demain. C'est vrai que ça représente aussi un certain rejet de nos systèmes actuels. Faut que nos partis se posent des questions. C'est vrai que pour moi, il faut s'ouvrir davantage à la population et de manière plus générale. Parce qu'on voit qu'au sein de notre population, il y a des gens qui aimeraient, de manière ponctuelle, donner leur avis sur des choses. Pas forcément s'impliquer en politique et consacrer 20-30 heures par semaine, voire plus, parce qu'il y en a effectivement, ils passent leur vie à se consacrer à la politique. Mais on peut très bien travailler, et à côté, avoir une vie professionnelle, etc., et avoir des avis politiques et avoir envie de les donner. Et ça me fait un lien par rapport à Jason, qui est comme moi élu dans une commune. On voit que nos communes, nous, ils sont de plus en plus ouvertes vers la population. Et ça me permet de rebondir sur ce que Julien disait aussi. Avec le numérique, on peut faire des chats, par exemple à Fleury-Aubry, il y a le chat du maire, où les citoyens peuvent échanger directement avec le maire. Ça ne passe pas forcément uniquement que par le numérique. Vous voyez, par exemple, vous disiez que je suis élu de secteur du centre-ville Lamballe. Tous les ans, on a une réunion publique, et puis on essaie de trouver une fois par an, du coup, 4-5 mois après la réunion publique, un moment d'échange où Madame le maire et son équipe, Madame le maire va à la rencontre de la population
pour échanger avec eux sur les différents thèmes, parce que l'objectif, c'est vraiment que les gens s'emparent des sujets du quartier. Et c'est vrai que pour s'emparer des sujets du quartier, bon, faut avoir les informations aussi, c'est pas en regardant les grands médias à la télé, donc c'est aussi le boulot des communes. Et pour en finir simplement sur les partis politiques, nous, par exemple, à droite, on est de plus en plus consultés sur le programme, par exemple, le programme commun sur lequel on travaille. On est de plus en plus consultés. Voilà, il y a vraiment, avec le numérique, il y a vraiment de bonnes opportunités, puis de manière générale, davantage s'ouvrir à la population, pas seulement que pendant les élections. Ensuite, pour répondre à ta question, Leslie, je pense que non, justement. Un jeune n'est pas obligé d'être 100% d'accord avec la ligne politique de son parti. Les partis politiques ils sont composés de courants. Des personnes parfois même dans les mêmes courants, ne sont pas forcément d'accord sur tous les sujets. C'est propre à chacun. Après, c'est en fonction des grandes valeurs de chaque personne, des valeurs principales de la vision qu'il voit de la société de demain. Il choisit son parti, mais je ne pense pas que, par exemple, 100% des Républicains soient d'accord avec 100% de ce qui est dit par les représentants des Républicains, au même titre qu'au Front de gauche, quand Mélenchon intervient, d'ailleurs souvent avec une méthode un petit peu à la Mélenchon, hein, je ne pense pas qu'il y ait 100% des militants qui soient d'accord avec ce qu'il dit, pareil pour le Parti Socialiste, etc. Sur ce thème, on va finir avec le Parti Socialiste. Yann, vous avez dit tout à l'heure que vous soutenez François Hollande. Je ne sais pas si c'est aussi votre cas, Charlotte, mais on connaît François Hollande et sa culture du compromis. Est-ce qu'en tant que jeune, justement, un jeune acteur politique, vous devez faire des compromis idéologiques pour avancer et porter peut-être certaines idées qui vous tiennent à cœur, mais vous devez peut-être faire des compromis sur d'autres. Est-ce que comment vous envisagez un peu votre parcours et votre idéologie politique ? Des compromis, non, pas tellement. Par exemple, assez récemment, on a Valérie Corre, la députée du Loiret, qui était rapporteure sur le titre 1 de la loi Égalité et Citoyenneté. Et donc déjà, elle a fait une consultation numérique, donc tout le monde pouvait y participer. Elle a rencontré différents acteurs, dont le MJS. Et du coup, on a pu, nous, apporter des idées. Entre autres, on a demandé, même si ça peut paraître un peu étonnant, une représentation des jeunes au sein du Césaire, pour qu'ils soient vraiment représentatifs de la population. Et on avait fait d'autres propositions qui n'ont malheureusement pas été retenues, mais en aucun cas on a fait de compromis et on a cherché à plaire, on va dire, à une ligne, sachant que notre député, comme tout autre citoyen, est libre de ses avis et parfois ça lui arrive aussi de ne pas être d'accord avec ce qui peut être fait. Donc là-dessus, on n'a pas d'obligation et pas de problème. Après, en tant que jeune en politique, alors je vais mettre un peu les pieds dans le plat évidemment, mais... Là, donc pour cette émission, on a invité des représentants de différents partis, au niveau de la jeunesse. Je suis la seule femme. Voilà, désolée, mais pour moi c'est important. Et le Parti Socialiste et le MJS travaillent énormément dessus, mais là, c'est un constat. Un peu amer, mais c'est un constat. Et donc la parité pour nous c'est vraiment majeur. Après, au-delà de ça, en termes d'élection, on est toujours assez bien représenté avec le Parti Socialiste qui nous accueille toujours sur toutes les listes sans problème. Vous ressentez que vous avez plus de mal à faire par exemple passer vos idées parce que vous êtes une femme ? Alors pas au sein du parti ou pas au sein du MJS. Vraiment, j'ai eu aucun problème. Décidément. Donc j'ai eu aucun problème. Je fais aussi partie du bureau national des jeunes socialistes. C'est un bureau qui est paritaire également. Rien qu'à la dernière réunion, on était même une majorité de femmes dans le groupe. Mais vraiment, il n'y a aucun problème pour ça. De mon point de vue, en tant que militante, je n'ai jamais eu de soucis par rapport à ça. Et on a toujours été bien représentés au niveau des diverses élections. Au municipal, on a quand même eu 14 candidats MJS dans le Loiret, ce qui n'est pas rien. J'ai moi-même été candidate sur la liste pour les régionales, avec à peu près un jeune par département. Donc c'est vraiment là-dessus, on est plutôt bien. Et après, pour finir, je suis surtout d'accord avec ce qu'a dit Sacha tout à l'heure. On se renouvelle tous. Y compris au sein de nos partis, au niveau local, on travaille beaucoup
pour permettre d'avoir, entre guillemets, une éducation populaire, vu que c'est comme ça qu'on l'appelle. Et on parle de tous les sujets. Ceux qui s'y connaissent un peu plus en économie, ils expliquent aux autres. Et ceux qui s'y connaissent plus sur d'autres sujets font vraiment partager. Et c'est ça le plus important dans l'engagement militant, je pense. Justement, en termes de sujet, on va parler du dernier sujet de ce débat. On a choisi un thème d'actualité, le Brexit. Aujourd'hui a lieu un référendum outre-Manche. Toute une nation est amenée à se prononcer sur le projet européen. Alors, quelle est votre vision de l'Europe ? Faut-il continuer à la construire ou la quitter ? On va commencer avec Julien Amy de l'UDI. On a choisi ce parti-là parce qu'il était traditionnellement pro-européen, mais on aura la vision de tous les autres partis, évidemment. On est pratiquement les seuls, d'ailleurs, à avoir une ligne autant pro-européenne. L'UDI, la clé de l'UDI, c'est vraiment l'Europe. Nous, ce que nous voulons, c'est une Europe qui soit fédératrice. C'est pour ça que c'est une erreur, d'ailleurs, de l'Angleterre de sortir de l'Europe, parce que l'Angleterre a besoin de l'Europe, et l'inverse marche aussi. Nous voulons une Europe fédératrice, protectrice, qui s'occupe de choses concrètes, qui agit sur le quotidien des Européens. La France aussi, elle a besoin de l'Europe. Le contraire également. Néanmoins, il faut réformer l'Europe parce qu'elle ne fonctionne pas. C'est beaucoup trop complexe. Je suis sûr qu'on interroge la majorité des Français, ils ne comprennent rien, et puis nous parfois également, c'est beaucoup trop complexe. Il faut la rendre beaucoup moins opaque, moins abstraite, parce qu'en vérité, on n'a pas besoin de moins d'Europe, on a besoin de plus et de mieux d'Europe. Donc non au Brexit. Donc non au Brexit, bien sûr. Nuit debout, Max, est-ce que tu veux réagir à ça ? Quelle est votre position sur votre vision de l'Europe chez Nuit debout ? C'est un débat qui aura lieu vendredi sur ce sujet-là. Je donnerai avec plaisir mes convictions personnelles. En fait, je vais en profiter pour donner quelques dates, comme tout le monde a un peu fait autour de cette table. Vas-y. On se réunit 3 fois par semaine sur la place du Mar 3. Le mardi, a lieu notre assemblée générale et ont lieu des débats. C'est vraiment un débat libre. Les débats ne sont pas prévus à l'avance pour ce jour-là. C'est ce jour-là qu'on va voter ce qui concerne le mouvement sur Orléans. Par exemple, l'adoption de la charte, qui pose clairement l'horizontalité et qui est une des valeurs principales du mouvement, avec les notions de liberté, égalité, fraternité qu'on connaît tous, mais aussi celle de respect, de bienveillance et de dialogue qu'on retrouve très peu en politique en ce moment. Le mercredi ont lieu des ateliers. Donc on se retrouve rapidement, c'est là où on va préparer nos actions, où on va avoir des débats sur des sujets précis. Et les vendredis ont lieu des conférences ou d'autres ateliers. Notre agenda a été un peu chamboulé avec la fête de la musique, à laquelle on a participé avec plaisir. Donc simplement, mon point de vue sur l'Europe, je suis personnellement pro-Europe. Je suis d'accord avec l'UDI pour dire que c'est un sujet, qu'il y a un grand besoin de réforme, un grand besoin de changement sur la forme de l'Europe. Ce qui m'inquiète le plus, c'est de voir que Bruxelles est en train de rivaliser avec Washington sur la présence des lobbies. Et ça, c'est quelque chose qui, personnellement, c'est un des sujets qui m'inquiète le plus. Je crois aussi qu'une Europe fédérale serait quelque chose d'intéressant. Aujourd'hui, je suis opposé aux notions de nationalisme et cette peur, cette volonté d'entre-soi. Il y a toujours quelque chose à apprendre en communiquant avec les autres. Mais la forme et la direction de l'Europe actuelle ne me convient pas. Alors j'espère que l'Angleterre restera dans l'Europe et j'espère que l'Europe changera. Charlotte, pour les MJS, à propos du Brexit. Voilà, le Brexit, évidemment, on est tous extrêmement concernés par cette question. C'est quelque chose qui inquiète énormément, en particulier au vu des retombées à la fois politiques et économiques qu'il pourrait y avoir. D'autant plus avec l'assassinat de Joe Cox par un nationaliste, ça nous a tous extrêmement bouleversés. Et ça, tout parti confondu et toute tendance confondue, bien sûr. Moi, je poserais peut-être une question. Donc, l'Europe a effectivement besoin de réformes. Moi, je vois ça d'un point de vue assez haut, dans le sens où tout ce qui est les pays qui font partie de l'Europe, mais qui aujourd'hui connaissent des dérives qu'on pourrait presque qualifier de totalitaires, comme la Hongrie, comme l'Autriche qui a eu des gros problèmes sur les dernières élections, comme la Pologne qui aujourd'hui commence à s'opposer à l'avortement. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Et ça fait partie des choses
qui nous concerne. Après, parce que Yann aime beaucoup rappeler certains chiffres en l'occurrence, donc je vais lui laisser la parole sur le positif, on va dire, de l'Europe. Ouais, en fait, il y a un chiffre souvent qu'on donne pas assez, et justement c'est en ça que l'Europe elle est pas abstraite du tout. Chaque année, il y a plus de 100 000 bébés qui naissent grâce à des couples qui se sont rencontrés en Erasmus. Et je crois que l'Europe, il faut rappeler que c'est ça aussi. L'Europe, c'est la paix, c'est l'amour. L'Europe, c'est aussi beaucoup d'emplois. De beaux projets industriels, Airbus et d'autres encore. Et vraiment, je crois qu'il y a du concret dans l'Europe, il y a du très très concret. Et c'est aussi ça qu'il faut promouvoir. Moi, je trouve que ce qui manque en Europe, c'est des voix fortes pour dire l'Europe, c'est important. L'Europe, aujourd'hui, ces voix-là, elles sont trop timides. Les voix des fédéralistes, elles sont trop timides. Et donc, il faut plus de fédéralisme. Et plus de fédéralisme, c'est quoi ? C'est plus de démocratie en Europe. C'est un vrai Parlement européen avec du vrai pouvoir, avec plus de coopération entre les ministères. Aujourd'hui, ça se fait entre certains pays, mais pas avec tous les pays. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une vraie ambition sur cette question-là, et puis surtout qu'on soit clair sur la délimitation de l'Europe. Il y a encore des pays qui veulent rentrer dans l'Europe. Donc, je sais que ça fait partie des débats qu'on a dans plusieurs mouvements, pas que dans les partis politiques. Donc vraiment, il faut se poser les bonnes questions. Il ne faut pas forcément se dire est-ce qu'on part de l'Europe ou pas, quoi. Il faut être positif sur l'Europe. Donc pour l'instant, le tour de table annonce que tout le monde est pour plus d'Europe, et pourtant les citoyens ne connaissent pas l'Europe, et on a beaucoup de mal à être pro-européen actuellement. On va donner la parole au parti de gauche pour en savoir plus sur ta vision des choses. Merci. Et donc comme ma collègue socialiste l'a rappelé, il y a en Angleterre, donc la députée Jo Cox qui s'est fait tirer dessus et qui en est morte au son de Britain First. Donc il ne faut pas oublier que l'extrémisme continue de sévir partout et il faut le combattre quand même. Donc je vais partir un petit peu comme ça sur un sujet d'actualité qui a encore tendance à passer à la trappe, LuxLeaks. Donc qu'est-ce que c'est que LuxLeaks ? C'est au Luxembourg des compagnies qui profitent et qui font de l'évasion fiscale. Et donc qui est inculpé là-dedans ? C'est Juncker. Juncker, c'est qui ? C'est le président de la Commission européenne, c'est ça ? Voilà. Et donc cet homme ne risque rien, pas de problème. Par contre, la personne qui a lancé l'affaire, il risque de la prison. Donc pour moi, l'Europe, déjà, ça commence comme ça, c'est-à-dire que la personne qui est censée être la plus puissante de l'Europe est directement dans une affaire d'évasion fiscale. Ensuite, j'ai cru entendre le mot entre-soi un moment. Voilà. Et donc, je voudrais signaler que le candidat socialiste aux élections européennes au niveau européen, donc c'était Martin Schulz. Martin Schulz, donc il a perdu. Qu'est-ce qui se passe ? Il est président du Parlement européen. Pourquoi ? Parce qu'il s'arrange. Il y en a un qui devient président de la Commission, l'autre président du Parlement européen. Donc au final, ça met en avant que c'est pas une Europe des peuples, c'est une Europe des partis politiques, une Europe des financiers, c'est une Europe des lobbies. Et on est face à toutes ces problématiques, c'est-à-dire qu'on ne peut pas démocratiquement actuellement combattre cette Europe. Et nous, ce qu'on veut au parti de gauche, c'est une Europe des peuples. On veut que les gens puissent travailler entre eux à un avenir meilleur. C'est le buen vivir, tout simplement. On veut le bien vivre, on veut avancer vers ça. Sauf que là, l'Europe, elle ne nous le permet pas. L'Europe, actuellement, elle nous muselle, elle nous empêche de faire ça. Je pense par exemple au président François Hollande qui avait dit qu'il renégocierait les traités. Bon, d'accord, pourquoi pas, super promesse de campagne, moi j'adorais. Hein. Et donc, il arrive à Angela Merkel, bon, le soir même, c'était « Ah bah non, au final, les traités, ils sont très bien. » Bon, bah super, merci. Donc, on se retrouve dans un cadre, on n'a pas de possibilité d'intervention parce qu'on est muselé par l'Europe. Ça, c'est très, 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 très problématique. Là, je pense particulièrement au TAFTA, dont on a parlé dernièrement, parce que Manuel Valls a dit que dans ces conditions, il ne signerait pas. Par contre, le problème, c'est que ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il y a le CETA qui va passer, qui est exactement la même chose, sauf au niveau canadien. C'est au niveau canadien. Ce qui fait qu'au final, qu'est-ce qui va se passer ? Les entreprises nord-américaines vont tous avoir une filiale au Canada et faire la même chose que prévu. Et on va se retrouver avec du poulet aux OGM, du poulet à la javel dans nos assiettes, sans le savoir, on sera très content. Donc merci l'Europe. Et pourtant, je ne suis pas si pessimiste que ça sur l'Europe, parce que je vais la faire très simple. Nous, en 2017, si on gagne, j'ai bien si, j'en suis pas sûr pour autant, on ira négocier les traités ou tenter de les négocier, parce que ce qu'on veut, comme j'ai dit, c'est une Europe des peuples. Si on se prend un mur comme Hollande se l'est pris, parce que bon, je ne sais pas pour quelle raison, hein, peut-être qu'il y a eu du chantage économique, l'Europe c'est aussi ça. Et donc, ce qu'on fera, c'est tout simplement qu'on dira bah non, et on proposera aux pays qui veulent reconstruire l'Europe sur une base populaire et non plus économique, une base participative, de venir avec nous. On a une proposition qui est claire, c'est faire une Europe axée sur la Méditerranée, c'est-à-dire avec l'Italie, l'Espagne, la Grèce, et avec tous ceux qui veulent nous suivre.
Et on propose ça pourquoi ? Parce que ce qu'on veut, c'est sortir de ces traités, sortir de cette Europe non démocratique. Il n'y a pas longtemps, c'était les 11 ans de référendum de 2005 où on s'est fait piétiner au final. Donc c'est ça la démocratie européenne, on vote non, on se prend le oui. C'est magique. Et je voudrais revenir sur le Brexit. Je sais que sur Radio Campus, il y a une émission qui consiste à lire Le Monde diplomatique. Et donc sur le mois de juin du Monde diplomatique, ils en parlaient avec beaucoup de brio. Et ça consistait à dire, donc les conservateurs qui proposent le Brexit sont pour rester dans l'Europe, mais c'est leur ligne de campagne pour se faire réélire. Et on a le problème du Labour. Le Labour qui est dirigé par Corbyn c'est l'aile gauche, qui lui est plutôt contre l'Europe actuelle, mais qui est obligé de suivre sa majorité. Démocratie oblige, c'est très bien, il suit sa majorité, donc il se bat pour rester dans l'Europe. Sauf que le problème, c'est qu'avant, le débat pour ou contre l'Europe en Angleterre était motivé parce qu'il y avait des lois sociales qui les protégeaient. Et maintenant, les Anglais, ils se retrouvent au pied du mur parce que les seules lois sociales qui continuent de les protéger, c'est les lois européennes. C'est-à-dire que s'ils sortent de l'Europe, les classes populaires anglaises vont se le prendre dans le nez parce qu'il y a eu une déconstruction politique. Donc, je ne peux pas être pour le Brexit dans ces conditions qui vont faire que les travailleurs vont être encore plus asservis si l'Angleterre sort de l'Europe. Mais sur le principe, l'Angleterre a plus à y gagner si elle a réussi à avoir un vrai gouvernement socialiste, un vrai gouvernement qui fait des lois sociales et proche des gens. Elle a plus d'intérêt à sortir de l'Europe maintenant. Voilà. Le mot de la fin pour les Républicains. Désolé, on n'a plus beaucoup de temps. Votre vision je vais essayer de faire sur très le court. sujet. Donc, écoutez, déjà, je pense qu'autour de la table, on dit qu'on ne parle pas assez d'Europe. Je pense qu'on en a plutôt bien parlé. Chacun a pu avoir son analyse. Et nous, du côté des Républicains, forcément, on est pro-européens. Les États-Unis, on en a également. Excusez-moi. Le Royaume-Uni, on en a également besoin. Sinon, l'Europe n'est plus rien. Par contre, là où on peut noter, c'est que l'élan démocratique qui a été fait sur ce sujet, qui a quand même mobilisé les foules anglaises pendant près d'un mois, le recours au référendum, je pense que c'est une bonne chose. On a besoin chacun de pouvoir s'exprimer. Et si le peuple peut répondre à une question que le législateur ou la politique ne peut pas faire, dans ces conditions, ça reste une bonne chose. Par contre, comme on l'a dit, un petit peu tous dans le même constat, l'Europe d'aujourd'hui, c'est pas réellement celle qu'on recherche et celle qu'on attend. Je dirais qu'on a perdu, on n'a pas de patriotisme européen. On n'a pas d'image, on ne sait pas qui c'est le responsable de l'Europe, on ne sait pas personne, il y a quand même beaucoup de flou. Mais par contre, on entend toujours parler d'Europe avec des taxes qui se mettent sur des taxes, des normes qui se mettent sur des normes. C'est vrai que c'est très difficile. L'Europe aurait la chance et la possibilité d'avoir, je pense, de simplifier tout son système. Et la solution, ce serait d'avoir plus de politique et moins de technocratie. Aujourd'hui, on est perdu. Je vois, moi, comme je vous disais, vous l'avez dit en présentation, je monte mon entreprise. Quand on est jeune, on cherche des aides, des subventions, des soutiens. Je me suis dit, bon, vu qu'au niveau du syndicat de pays que je préside, j'en vois tous les jours des entreprises qui veulent venir, qui ont besoin d'avoir une aide, qui ont un projet derrière. On leur dit, on va vous donner les dossiers de subvention. Quand ils voient y arriver un dossier qui fait une centaine de pages, quand on est en train de créer son entreprise, tout de suite, c'est déjà un frein. Il y a tout un tas de démarches à faire en plus pour mettre tout en place. C'est très difficile. Et malheureusement, donc aujourd'hui, c'est la région qui gère principalement les fonds européens. Et c'est de gros soucis qu'on rencontre, c'est cette paperasse qui nous nuit et qui empêche les choses d'être faites. On a de l'argent que chaque année, la région reverse de l'argent à l'Europe. Je pense que cet argent, on en a tous besoin. Nos entreprises, les premières. Si on veut de l'emploi, il nous faut du travail. Et le travail, c'est nos entreprises locales qui vont le porter. Donc je pense qu'il y a encore d'autres choses aussi à réfléchir. Je pense que c'est pas normal qu'en Europe, on ait un SMIC portugais qui soit à 460 € et puis un SMIC français qui soit à 1002. Bon, il y a peut-être des choses à revoir. Je dis pas forcément de monter les SMIC au plus haut. Il y a peut-être un équilibre à apporter, et puis ça passe aussi par tout ce qui va être les échanges entre pays. Je pense que déjà, avec tous ces points-là, on aura une
meilleure facilité à travailler et puis à porter d'Europe. Merci Jason, du coup c'était le mot de la fin, c'est la fin de cette émission. On aimerait bien rester avec vous et débattre encore pendant 2-3 heures, mais voilà, il faut arrêter au bout d'un moment. Merci à vous tous d'être venus aujourd'hui pour participer à la dernière Grâce matinale de la saison. Et je remercie aussi évidemment toute l'équipe de Radio Campus qui m'a permis de réaliser toutes ces Grâces matinales et le débat d'aujourd'hui exceptionnellement. Bonne journée, au revoir. Au revoir.